Donc ça vient de rencontres avec le pays, avec le Haut-Karabakh, où je suis allée pour la première fois il y a 11 ans, comme ça, par curiosité, et où j'ai découvert un pays existant avec les infrastructures, gouvernement, les écoles, le drapeau, les champs, voilà. Et juridiquement, politiquement, il n'avait aucune existence. Donc en fait, quand on regardait justement sur Google Maps, par exemple, euh, c'est ce que je voyais sur Google Maps ne correspondait pas à la réalité physique qui était devant mes yeux. Et je trouvais ça assez extraordinaire, cet espoir pour la reconnaissance de ce pays. Alors, un pays qui vit par l'espoir d'être reconnu. Et je me suis posé la question, comment le transformer dans le cinéma. Cet espoir, donc une fiction en fait, cette fiction dans laquelle toute la population croit ou fait semblant de croire, euh, comment peux le traduire, quelle histoire le cinéma peut porter à l'intérieur de quelque chose qui est déjà complètement fictionnel. Et donc, il y a eu une étape d'écriture assez longue pour justement trouver euh, la narration qui va rendre compte d'une fiction qui est au-delà d'imaginaire réel, normal, habituel. Je pense que par beaucoup de naïveté, en fait, je ne pensais pas que de faire du cinéma, c'est beaucoup plus différent que de faire des vidéos ou de faire des peintures, parce que j'ai toujours fait. Mais je fais autrement, avec des équipements importants, etc. Mais quand je suis allée au Karabakh et je me suis dit, voilà, cette histoire, il faut le raconter, cette situation, il faut la mener au monde, je me suis dit, en fait, il n'y a que le cinéma qui peut faire le chemin pour qu'il n'y a pas 300 personnes qui viennent dans une salle d'exposition pour voir, je sais pas, une installation vidéo, mais que ça sort dans les salles de cinéma et les gens viennent voir et qui payent voilà, le prix des billets. Je me suis dit, cette histoire, il faut qu'elle aille vers les cinémas. Et donc, en fait, c'est plutôt que ça s'est imposé à moi la nécessité de faire le film. Et je me suis dit, bon, je n'ai jamais fait, mais c'est possible de faire un film. Je n'ai jamais lu de scénario de ma vie, donc j'ai commencé à lire les scénarios, de comprendre un peu comment, voilà, comment ça se fabrique et puis qui sont les interlocuteurs qu'il faut trouver pour arriver au bout de financement, au bout de la réflexion sur le scénario, etc. Mais quand même, c'est une production un peu atypique dans le sens que, voilà, la dernière, par exemple, étape d'écriture qui était la plus fructueuse, c'est fait avec une écrivaine de romans qui n'a jamais écrit de scénario de sa vie. Là, aujourd'hui, elle est très sollicitée. Mais à l'époque, c'était une amie à qui je demandais de m'aider pour réfléchir, voilà, comment raconter la narration. Donc, en fait, c'est pas nécessairement l'industrie du cinéma qui a poussé, c'est plutôt nous qui ont allé vers l'industrie du cinéma par une façon, voilà, en tâtonnant beaucoup. Ouais, non, mais c'est très juste ce que vous dites. Alors, au Karabakh, c'est quand même un endroit incroyable. Et on aurait pu faire 300 différents films là-bas, 300 différents films de fiction sur la guerre, sur les frontières, sur plein de choses. Mais je cherchais la, la narration, l'accroche qui va permettre de découvrir cette âme de ce pays qui est cette envie de voler et l'empêchement de voler. Et quand j'ai vu l'aéroport, je rencontrais l'aéroport ça faisait déjà 3 ans que je faisais les allers-retours. Donc, je suis allée à l'aéroport. Et quand j'ai vu l'aéroport avec ces sièges sous plastique, je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est ça le centre du film. C'est un envie de voler et un empêchement dans ces vols. Donc, je construis toute la narration, toute l'histoire autour de l'aéroport. Donc, il y a l'auditeur qui vient de l'aéroport et l'aéroport en soi, il devient un personnage, comme vous avez très, très justement dit. Et dans une des premières séquences, quand l'auditeur, par exemple, il a un long travelling, il est sur la piste, et puis il tourne et la caméra tourne, et en fait, on découvre l'aéroport et il a une sorte de tête-à-tête entre les deux personnages qui va se refléter
plus tard dans les discussions, dans les dialogues, dans les rapports techniques, mais c'est un sort de tête-à-tête entre le français et l'aéroport. Donc, comme vous dites très bien, voilà, ça devient un personnage de film. Quand on a commencé le casting, le directeur de casting, il me demandait, voilà, comment tu le veux, ton Alain Delage. Et je lui ai dit, en fait, c'est un homme normal. Il n'est pas ni très grand, ni très petit. En fait, c'est un homme normal et qui agit d'une façon normale. Et en fait, c'est cette normalité qui m'intéressait pour que la transformation qui se passe avec le personnage de quelqu'un comme vous et moi, il commence de croire à la fiction de ce pays. Il, il se contamine par cette petite folie. Donc, c'était important que ça soit quelqu'un qui est assez contenu et je cherchais aussi quelqu'un qui sait jouer juste en faisant rien, qui n'a pas un jeu démonstratif. Et comme j'ai vu Grégoire Collin surtout dans les films de Claire Denis, mais aussi je regardais pas mal d'autres choses avec lui. Et je trouve qu'il a toujours ces jeux très contenus. Et je me suis dit, ah, bah, c'est intéressant parce qu'en fait, dans le scénario, on ne sait rien sur sa psychologie, on ne sait rien. Est-ce qu'il a une femme, des enfants? On ne sait rien. Mais il contient quelque chose. Donc, en fait, sans montrer, il est déjà quelque chose. Donc, il a une sorte de structure. L'autre chose importante était pour moi, il faut un personnage qui va tenir physiquement face aux autres, parce que c'est des gens, c'est les combattants en fait. Tous les gens là-bas, c'est des combattants. Donc en fait, ils sont vraiment une sorte de force de nature hallucinante. Et puis il a les paysages, un personnage, en français, qui va pas se faire écraser face au paysage de Caucase du Sud. C'est pas évident, hein? C'est pas tout le monde. Donc par exemple, quelqu'un qui sait marcher dans ses champs et pas comme un promeneur, mais comme un marcheur. Donc voilà, il avait les qualités physiques de Grégoire que je trouvais intéressantes. Et puis, quand on se rencontrait, dans la façon comment on a échangé, je me suis dit, ah ouais, ouais, c'est lui. Je ne sais pas comment elle va devenir Alain Delage. Et en fait, quand Grégoire, il me demandait, par exemple, les indications pour le jeu, quand on était encore en France, je me disais, moi, je ne sais rien. Je ne sais pas comment elle est Alain Delage. On va le découvrir, on va le dessiner ensemble. Et effectivement, c'est ça ce qui s'est passé. On l'a dessiné, la timbre de voix qu'il a, la façon de marcher, qui n'est pas vraiment la façon de Grégoire de marcher. On l'a inventé, ce n'est pas moi qui ai imposé. C'est le fait qu'il soit si attentif et si poreux à ce qui l'entourait. Il se dessinait comme un personnage. Et quand on a commencé de voir ces personnages d'Alain Delage apparaître, on se dit, mais en fait, il a les scènes de scénario qui ne correspondent plus à notre Alain Delage. Donc, on a dû changer quelques scènes et surtout la fin du film, on a changé sur place parce que ça ne correspondait pas au personnage d'Alain qui a apparu pendant le tournage. C'était ça le pari. Euh, je pense que c'est aussi un peu le pari de ma vie parce qu'en fait, si on croit au réel du monde, en fait, rien n'est possible. Rien n'est possible. Et quand je faisais mes allers-retours entre la France et l'Arménie et le Haut-Karabakh, en Haut-Karabakh, je me disais, en fait, j'ai besoin d'avoir 10 personnes dans la forêt avec les fusils, c'est possible. Et en France, je ne sais pas, de refaire ta carte vitale, c'est compliqué. Et je me suis dit, voilà, cette façon de dire que l'impossible est possible, c'est quand même un moteur pour moi personnel. C'est pour ça que je me suis dit à l'époque que voilà, c'est possible de faire un film de fiction quand je viens pas de cinéma et je connais personne et j'habite même pas à Paris. Euh, et c'est ça ce que le film était censé de véhiculer. En fait, si on croit très très fort, on peut transformer le réel. Sauf que le réel était beaucoup plus fort que cette fiction que j'imaginais. Et voilà, au moment de la promotion du film, la guerre se rééclatait dans ces endroits-là. Et là, anéanti mes convictions. Donc, il faudrait que je reformule qu'est-ce que j'essayais de dire et qu'est-ce que je vois aujourd'hui
avec le film. Mais voilà, c'est un vrai combat entre le réel et la fiction parce que je me disais, voilà, on me dit film de fiction, mais qu'est-ce que c'est la fiction? Est-ce que la fiction, c'est, on vous assure que c'est à partir de faits réels? Est-ce qu'on a besoin de fiction pour faire un miroir du réel? Pourquoi on a besoin de fiction? Peut-être pour rêver à quelque chose que le réel n'est pas capable de produire. Peut-être c'est ça euh, l'essence de mots fiction. Donc voilà, c'était toutes ces questions que je me suis posées en faisant le film, qui a été rattrapé par une réalité qui était tellement plus forte que tout ce qu'on pouvait imaginer dans le pire cauchemar. La guerre s'est éclatée après notre première parisienne, où tous mes amis, toute l'équipe était pour la première fois à voir le film dans la salle. En fait, c'était le 26 et le 27. Le matin, on se réveillait avec les nouvelles qui semblaient impossibles. Et c'est ce qui est vraiment étrange qu'au moment de cette présentation du film, la première à Paris, dans la discussion, j'avais dit, je suis très heureuse que j'ai eu le temps de faire cette archive de temps de cessez-le-feu. Et le lendemain, c'est devenu complètement en fait. Le film, aujourd'hui, représente quelque chose qui n'est plus là. Et heureusement que le cinéma a fixé ce temps d'espoir. Je suis encore en train de reformuler comment je pense le film. Et pendant la guerre, au moment quand la guerre s'est terminée avec la signature de accord de, c'est pas paix, mais cessez-le-feu, à chaque étape, j'ai l'impression que tous les jours, je redécouvre de nouvelles choses que j'ai pas voulu en fait. J'ai pas voulu porter ces fardeaux. C'est pas pour ça que je le fais. Et donc de se sentir, euh, oui, en fait, finalement, bah, oui, effectivement, c'est moi qui ai construit cette archive avec mon équipe évidemment. Je sais pas trop encore comment faire. Il y aura les projections en Arménie. Je pense que peut-être les choses vont devenir plus claires pour moi quand je vais voir comment les gens réagissent. Mais c'est ce qui est indéniable que dans le cinéma, il y a une trace d'un monde avec un espoir, et ce monde avec cet espoir, il est disparu. Peut-être c'est aussi ça le rôle du cinéma, de faire une sorte d'archive des états du monde. En fait, je pense que c'est pas découvrir, c'est peut-être c'est pas le mot, c'est de le décrire. Parce que, par exemple, si je fais un film sur les Champs-Élysées, je n'ai pas besoin de décrire Champs-Élysées parce qu'en fait, tout le monde le sait, plus ou moins, on l'a vu, on a. Mais là, en fait, on sait rien. Donc, en fait, il faut que je le décrive. Il faut que je dise, voilà, de quoi il est fait. Et pour parler d'un endroit, je pense qu'il faut savoir plus ou moins c'est quoi la géographie de ce pays, même si c'est une géographie cinématographique. Et en fait, c'est ce qui est intéressant. Quand je faisais le film, normalement, voilà, on écrit notre histoire de fiction et après on fait le recherche on fait des repérages pour voir qu'est-ce qui sont les endroits qui vont accueillir notre histoire. Pour moi, c'était un peu le contraire. Je faisais les allers-retours. J'avais trouvé les endroits que je trouvais significatifs et importants, comme l'aéroport, comme la forêt, comme plein d'autres choses. Par exemple, les champs de blé, c'était très important aussi. Et après, j'écrivais ma fiction qui se basait sur mes repérages. Donc, en fait, d'abord, il a eu la géographie qui a accueilli une narration. Donc, le côté documentaire, c'est parce qu'en fait, c'est pas documentaire, mais c'est très documenté. Et je pense que quelqu'un qui vient en touriste en Haut-Karabakh, c'est pas du tout le même pays qu'il va découvrir que le film découvre, mais c'est une vision cinématographique, on va dire, de Haut-Karabakh avec les descriptions de lieux, des endroits. Et j'essayais de faire en sorte qu'on comprend comment on se déplace d'un endroit à l'autre et de quoi il est fait, même si ces frontières dont on parle pendant tout le film, on ne les voit jamais, mais on sait très bien que c'est ça qui entoure les espaces qu'on découvre dans le film.
Oui, parce qu'en fait, les choses auxquelles on croit vraiment, c'est les données techniques. 2 plus 2, ça fait 4. Ça fait pas 5, ça fait pas 6, ça fait 4. Donc, en fait, de donner les données techniques dans le film comme une vérité euh, en soi, c'était une façon de dire, bah voilà, là, on sait à quoi on s'accroche. Sauf qu'en fait, ça se passe ailleurs. Et donc, de faire entre la réalité technique et une fiction poétique, sort de va-et-vient, c'était bah, le but de l'écriture. La narration, elle a été écrite comme ça. Donc, les choses très techniques auxquelles on croit, mais qui finalement, en fait, ça n'a aucun sens. C'est ce qu'on découvre petit à petit dans le film. Euh, je pense que, je sais pas, moi, je me posais toujours la question, les westerns, par exemple. Est-ce que les westerns, le cinéma, est-ce que c'est le cinéma qui a construit ces espaces d'Amérique qu'on a découverts par le cinéma? Est-ce que c'est le cinéma qui a construit les cow-boys? Ou est-ce que le cinéma s'est inspiré par les cow-boys? Je pense que c'est une vaste question. Et en fait, avant que ma caméra elle se pose à Haut-Karabakh, ces endroits n'existaient pas. Donc en fait, grâce au cinéma, je fais voir quelque chose qu'on n'aurait pas vu autrement. Et je pense que les films sur le Wild West américain, c'était fait un peu sur le même principe. Et ça, par rapport à voilà, votre question sur les États-Unis, c'était une source d'inspiration, de même manière comme par exemple Vertov, au début de l'Union soviétique, en fait, il a filmé avec Kino Eye, il a filmé l'homme soviétique. Sauf que l'homme soviétique, il n'existait pas encore. Donc le cinéma a inventé l'homme soviétique avant qu'il devienne le réel. Donc voilà, c'était ça un peu le pari que j'avais. Merci à vous.